Bienvenue à tous, bienvenue à l'Air du Temps, bienvenue sur iRadio ITV. Merci à mes invités qui sont là avec nous. Vieux Savané, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et éditorialiste à Sud Quotidien. Merci d'être avec nous sur ce plateau de ITV et iRadio. Monsieur Cheikh Tidiane Sow, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en leadership, en analyse politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau de ITV et iRadio. Merci donc à tout le monde. Vous le savez, l'actualité de cette semaine a porté sur le dialogue politique. 2 points sont sortis de ce dialogue, 2 points de blocage. C'est ce qu'on appelle la question du statut de chef de l'opposition. L'autre question concerne le bulletin unique. Vieux Savané, depuis des années, au temps d'Abdou Diouf, on a parlé de la réforme du système politique au Sénégal avec le fameux rapport du maître El Hadji Mbodj qui avait même proposé, entre autres propositions, si je me répète, le financement des partis politiques, le statut de chef d'opposition. Cette question revient encore dans le dialogue politique. Pourquoi au Sénégal on a du mal à avancer sur cette question bien précise? Je pense que c'est symptomatique de quelque chose, certainement d'un certain rapport que nous avons à la politique. Parce que précisément quand les gens sont dans l'opposition, ils sont tous d'accord sur un certain nombre de choses. Et quand eux-mêmes accèdent au pouvoir, ils mettent la main dessus. Donc je crois que c'est fondamentalement notre rapport aux politiques. Est-ce que la politique, c'est pour faire avancer les choses? Est-ce que la politique, c'est pour se positionner? Je crois que c'est dans ce rapport de positionnement personnel que le problème se pose et qui fausse tout, à mon avis. Donc, de ce point de vue, ça veut dire que ce ne sont pas des intérêts stratégiques qui sont pris en charge, mais des intérêts qui sont plutôt crypto-personnels. Oui, Cheikh Tidiane Sow, pourquoi cette question est récurrente au Sénégal? Dans d'autres pays de la sous-région, en Guinée-Conakry, au Bénin, ces questions sont réglées depuis longtemps. Tout à fait. Je pense comme bonjour d'abord Alassane, bonjour M. Savané, et merci de l'invitation. Je pense que ce problème se pose parce que tout simplement nos acteurs politiques ne se font pas confiance. En réalité, c'est ça qui se pose. Ce qui fait que certains partis, quand ils sont dans l'opposition, je me rappelle fort bien du temps de l'APR, ils étaient fort bien d'accord. Quand ils étaient dans l'opposition, je veux dire, ils étaient d'accord pour qu'il y ait un bulletin unique. Maintenant que c'est la majorité, évidemment, ils ont plus envie qu'il y ait des bulletins multiples et vice-versa. Donc je pense tout simplement que c'est un problème de confiance. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de confiance, on aura toujours ce ping-pong qui va continuer entre la majorité qui ne voudra pas du bulletin unique et l'opposition qui voudra du bulletin unique. Oui. Mais vieux Savané, oui. Au-delà du problème de confiance, est-ce que ce n'est pas l'absence de confiance en le Sénégal quelque part? Parce que si c'est cette confiance en le Sénégal qui nous mène, qui nous meut, je crois que fondamentalement, c'est de voir qu'est-ce qui est bien pour le pays. Et je crois que c'est cela la question nodale, c'est ça la question fondamentale. Si c'est qu'est-ce qui est bien pour le pays, qu'importe. Qu'importe moi, qu'importe mon destin personnel, c'est de comprendre que le destin du Sénégal va au-delà de notre propre vouloir. Et je pense qu'à partir de là, il est tout à fait possible, si les uns et les autres s'inscrivent dans une telle perspective, de trouver des solutions pérennes. Oui, mais vous posez une question de fond. Si on regarde aujourd'hui, depuis l'indépendance du Sénégal, si on remonte, on se demande si les hommes politiques sénégalais, au fond, si la plupart d'entre eux croient au Sénégal. Oui, quelque part, cette question-là peut se poser parce que, vraiment, comme nous disons tous, le Sénégal a tout pour réussir, mais ça ne fonctionne pas encore. Et pourquoi ça ne fonctionne pas encore? C'est que, quelque part, ça cloche du point de vue du leadership, du point de vue d'une vision qui soit une vision stratégique et une vision vraiment qui n'a rien à voir avec un certain nombre de calculs immédiats et de calculs partisans. Cheikh Tidiane, vous êtes coach en leadership. Tout à fait. On regarde aujourd'hui, si on remonte l'histoire du Sénégal, la plupart des partis politiques sénégalais, c'est des partis patrimoniaux. C'est la littérature récente. On parle du PDS aujourd'hui, où Abdoulaye Wade veut imposer son fils. On voit Macky Sall aujourd'hui avec l'APR, tous les problèmes qu'il a. On voit au Parti Socialiste qu'est-ce qui se passe là-bas comme difficulté. Est-ce qu'au fond, les hommes politiques sénégalais sont intéressés par le Sénégal ou bien par leurs propres intérêts personnels? Moi je pense qu'il y a un peu des deux, peut-être beaucoup plus par leur intérêt personnel,
dans une grande mesure, mais je ne doute pas qu'il y ait aussi des hommes politiques qui soient quand même patriotes. Okay? Je pense aussi que de tout temps, depuis les indépendances, comme on a dit, les partis politiques sont beaucoup plus vus comme des instruments pour assouvir le dessein d'un homme que le contraire pour pouvoir avoir une ligne idéologique à défendre et autres. C'est pourquoi nous avons vu, comme vous dites, le PDS avec Maître Wade, qui est le maître, mais il n'est pas tout seul. Tous les partis au Sénégal ont malheureusement eu ces leaders qui sont là pour eux-mêmes, qui financent le parti et qui sont là pour leurs propres intérêts. Oui. Vieux Savané, si on revient sur le statut de chef d'opposition, qu'est-ce que ce statut peut changer dans la façon de faire la politique au Sénégal? Mais en quoi est-il utile? Le statut du chef de l'opposition, je me dis, de facto, ce statut, il existe, de facto. C'est-à-dire que quand, dans une démocratie, il y a une majorité et il y a une minorité. Et de ce point de vue-là, de facto, le chef de l'opposition, c'est le parti qui a la majorité au Parlement. Je veux dire, le groupe parlementaire le plus important. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que, bon, si on voit des pays tels que la France ou des choses comme ça, ou dans d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou l'Angleterre et tout, ce problème ne se pose pas parce que, de facto, c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut donner dans des pays tels que le nôtre un statut particulier qui fasse qu'il y ait un budget, qu'il y ait des bureaux, qu'il y ait toute une armature là qui soit là, une armature institutionnelle? Bon, il y a dans des pays où ça se passe. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire ici? Dans un pays tel que le Sénégal, je crois que ça voudrait dire que quelque part, la politique peut être un moyen de se fonctionnariser entre guillemets, et cela peut poser un problème. Parce que pour moi, d'ailleurs, quand on parle de politique au Sénégal, donc on se rend compte quelque part que c'est comme un moyen de s'enrichir. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens veulent faire la politique aujourd'hui. Veulent être des politiciens, qu'il y a une foultitude de partis politiques qui sont là, hein, d'accord, et on ne sait même pas pourquoi, qui ne se sont jamais présentés, qui n'ont... voilà. Bon, mais en même temps, nous voyons que même cette vision-là, en réalité, rencontre la vision de la société sénégalaise. Et même des médias. Et les médias jouent un rôle là-dedans. Moi, je suis toujours fasciné négativement de voir que quand il y a un conseil de ministres, quand on aime quelqu'un dans les journaux, il a hérité d'un gros fromage. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que quelque part, qu'on ne s'est jamais posé la question de dire, mais le gars qu'on vient de nommer à tel poste, mais mon Dieu, il va devoir suer, il va devoir blanchir. Mais c'est des félicitations, c'est des congratulations, et ça, c'est un aveu de quelque chose. Oui, pour revenir un peu à la question que vous avez posée, qui est un peu symptomatique de l'état politique du Sénégal. C'est-à-dire que vous avez parlé du statut du chef de l'opposition. Déjà, on voit aujourd'hui que dès que quelqu'un arrive au pouvoir, la première chose qu'il essaye de faire, c'est en fait d'amoindrir l'opposition. Or, un pays, si on s'intéresse au Sénégal, comme on avait dit, pas à soi-même, a besoin d'une opposition forte, parce que ce n'est pas la parole unique. On doit avoir un débat d'idées, on doit avoir des idées contradictoires. C'est ça qui fait avancer le pays. Et à partir du moment où l'on est en position de pouvoir, qu'on essaye de laminer l'opposition, ce statut un peu tombe comme on copie quelque chose qui n'est pas de chez nous. Parce qu'à quoi ça sert dans la mesure où il n'y a même plus de parti fort aujourd'hui? Qui c'est qui va être le chef de l'opposition? Est-ce que, comme les gens le disent, c'est celui qui est arrivé second à l'élection présidentielle? Je ne le pense pas, de mon propre avis. Ou est-ce que c'est la personne qui arrive, disons, second en termes de majorité au niveau du Parlement? Parce que le Parlement représente quand même le peuple et c'est beaucoup plus, disons, constant dans le temps qu'une coalition pour une présidentielle. N'oublions pas qu'un président, il est élu sur un programme qui lui appartient. Et quand on regarde dans notre cas, nous, aujourd'hui, le Sénégal, c'est Idrissa Seck qui est arrivé second à la présidentielle. Il est arrivé avec une grosse coalition qui n'existe plus aujourd'hui. Est-il représentatif aujourd'hui d'être le chef de l'opposition? Je ne le crois pas. Ou est-ce le parti, le PDS, qui lui a une certaine majorité au Parlement, qui lui pourrait représenter quand même un peu plus, j'ai envie de dire, une certaine opposition au niveau du Sénégal?
Mais je reviens à ce que je dis au départ, il nous faut d'abord une opposition forte pour pouvoir faire avancer le pays. Mais pourquoi cette question, depuis 20 ans, elle est sur la table? Elle n'est pas réglée. Tous les régimes semblent mettre, à chaque fois qu'il y a un dialogue politique, la question du statut de l'opposition est remise sur la table, elle n'est pas réglée, et il est renvoyé au calendrier grec et revient encore. Et est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans ce pays, qu'on fait un grand surplace? Parce qu'en fait, les gens jouent sur cette variable-là pour pouvoir faire de la politique politicienne. Ce n'est rien d'autre que ça. Sinon, quand on a fait le référendum en 2016, on aurait pu directement, avant bien les présidentielles, dire que le statut du chef de l'opposition, ce seraient ceux qui sont arrivés second au niveau des législatives. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on l'utilise pour pouvoir évidemment diviser l'opposition d'une part, comme on le voit aujourd'hui, hein, on a le chef de l'opposition parlementaire est différent de celui qui est arrivé second. On peut jouer sur cette dualité-là pour essayer évidemment d'amener des gens à composer pour 2024. La question de l'argent, vous l'avez dit tout à l'heure, elle a été posée par un des opposants, Mamadou Lamine Diallo, en disant que Macky Sall garderait 2 milliards de budget pour le chef de l'opposition. Quand on a eu la demande de préciser sa pensée, il dit ce sont les chefs de la paix qui l'ont dit. Certains estiment que c'est des fake news qu'ils ont mis dans le débat politique pour diviser davantage l'opposition, parce que personne ne veut que l'un des opposants soit le chef. Oui, bon, disons que personnellement, je me garderai de m'avancer dans ce genre de choses, parce que je crois qu'entre ce qui relève de la rumeur et ce qui relève de l'information, il y a toujours quand même un petit espace. Et de ce point de vue-là, ce qui nous revient, en tout cas en tant que journaliste, ce serait plutôt de vérifier cette information-là. Est-ce que, voilà, que des investigations soient faites, etc., pour attester de la véracité ou de la non-véracité de cela, et puis il sera possible de parler. Mais sinon, comme dit Tidiane, c'est vrai que quelque part, c'est aussi une possibilité pour le pouvoir en place de pouvoir fragiliser et de pouvoir se donner une certaine marge de manœuvre en ne réglant pas le problème. Oui, le bulletin unique aussi, dans d'autres pays, il est réglé. Au Sénégal, il revient encore comme un serpent de mer. Bon, le bulletin unique, c'est la même chose. Il y a deux aspects dans le bulletin unique. Il y a un aspect économique, et ça, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est-à-dire que si aujourd'hui on regarde dans le cas du Sénégal 5 millions d'électeurs, le cas du bulletin multiple, les dépenses sont de l'ordre de 7 milliards de francs CFA. Bulletin unique, on serait de l'ordre de 1 à 1,5 milliard de francs CFA. Donc il n'y a pas photo que économiquement c'est plus viable d'avoir un bulletin unique que d'avoir plusieurs bulletins. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, évidemment, vous vous souvenez des événements qu'il y avait eu, je pense à Touba, où évidemment il y avait des manques de bulletins de certains candidats, etc. C'était aussi des moyens de pouvoir faire soit de la rétention de bulletins, soit aussi même de manœuvrer dans certains cas de fraude. Et on a vu ce que ça pouvait apporter du point de vue social. Donc je pense que le bulletin unique réglerait pas mal de problèmes et je ne comprends pas que la majorité ne soit pas d'accord sur ce projet-là. Il semblerait, ça aussi c'est toujours des choses qu'on dit en dessous de la table, que les seules personnes qui perdraient dans cette affaire, ce sont les imprimeurs, parce qu'ils n'imprimeraient plus assez de bulletins. Et quand on regarde aussi, il semblerait qu'il y ait des liens entre ces imprimeurs privés et certaines personnes qui auraient intérêt à ce que ça ne se passe pas. Donc là aussi, on revient au problème d'intérêt privé par rapport à des intérêts généraux. Le Sénégal y gagnerait. Pourquoi on ne va pas vers cette solution-là? Vous l'avez dit, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso, partout c'est le bulletin unique. Donc on peut envoyer des gens voir comment ça se passe et ça se passe très bien. Donc je ne vois pas de raison pour laquelle on ne va pas vers le bulletin unique dans ce cadre-là. Mais vieux Savané, certains avancent, ceux qui sont contre le bulletin unique, en disant que c'est un bulletin, quand on le met au Sénégal, il y aura beaucoup de votes annulés. Parce que les populations ne peuvent ne pas comprendre comment voter le bulletin unique. Est-ce que c'est un argument valable? Absolument pas. Dans la mesure où ça fonctionne ailleurs. Si ça fonctionne, c'est bien que ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas en Chine ou en Australie. Ça fonctionne en Afrique. Bon, donc je veux dire que quelque part, c'est du dilatoire, quoi, c'est tout. Mais maintenant, je crois que c'est toujours aussi peut-être ce moyen de pression que les autorités au pouvoir peuvent exercer sur l'adversaire, hein, et c'est pour ça que c'est maintenu. Bon, que ça ne se fait pas. Maintenant,
D'autres même parlent du fait que s'il y avait le bulletin unique, que peut-être qu'il n'y aurait plus la possibilité de pouvoir acheter les consciences en demandant justement que les uns et les autres puissent rapporter les bulletins. Mais je crois que de toutes les façons, tout cela n'est pas, disons, opératoire, dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, au Sénégal, aujourd'hui, j'ai la conviction, en tout cas l'intime conviction au regard de ce qui se pratique, que l'électeur sénégalais est d'une maturité insoupçonnée. C'est-à-dire que quelque part, dans le secret de l'isoloir, il fait ce qui est en adéquation avec sa conscience. Oui, il peut le faire, mais comme vous les avez dit, il y a les rachats de bulletins. Je vous demande d'aller dans l'isoloir, de me ramener les bulletins que vous n'avez pas mis dans l'urne, et je vous paye. Ça, c'est un des problèmes qui se posent aujourd'hui. Donc je pense que tout cela peut être vraiment résolu si on avait un bulletin unique. Après, c'est des campagnes d'information qu'il faut faire. Il faut expliquer aux gens comment ça se passe, comme on a appris aux gens à voter. Hein. Les gens ne se sont pas levés un jour, ils sont partis, ils ont su voter. On a bien dû leur expliquer comment faire. Et des populations du Niger, du Burkina Faso, ne sont pas plus instruites que des populations du Sénégal pour pouvoir faire un vote sur un bulletin unique. Parce qu'il y aura la photo, il faudra cocher. Évidemment, il faudra définir clairement et fermement les règles qui accompagnent tout ça. Mais ça, c'est de notre niveau, c'est le second ordre, je dirais. L'autre point de notre discussion, c'est l'affaire Jeanne d'Arc, comme on le dit un peu partout au Sénégal. On a vu aujourd'hui les discussions qui ont eu lieu, la passion par rapport à l'interdiction du port de voile au lycée Jeanne d'Arc qui devait recevoir des jeunes. Vieux Savané, certains estiment que le Sénégal ne connaît pas ces situations, qu'on a toujours vécu ensemble en harmonie, parce que dans chaque famille, il y a des chrétiens et des musulmans. Nous sommes ensemble bien avant que les religions révélées d'abord soient implantées dans ce pays. Comment vous analysez ce débat aujourd'hui qui cristallise un peu les positions? Oui, moi je crois que tu as tout à fait raison de dire que le Sénégal est un pays quand même de brassage. C'est tellement vrai que, bon, écoutez, on a eu un premier président de la République un premier président catholique contre un musulman qui a été porté au pouvoir par des musulmans majoritaires. Ça dit ce que ça veut dire. Et nous savons tous que toutes les familles sont des familles effectivement de brassage. Maintenant, quand il s'agit de l'affaire Jeanne d'Arc, je pense que c'est pas, disons, une histoire de voile. Hein? La question du voile à Jeanne d'Arc et tout, je pense que c'est un petit raccourci parce que, d'après ce que j'en sais, c'est tout simplement que les gens de Jeanne d'Arc, c'est une école privée, catholique, ont mis en place un règlement intérieur en disant que voilà, puis après, ils ont demandé à ce que ce règlement soit signé, les gens ont signé le truc et tout. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, le vendredi, je me suis promené devant Jeanne d'Arc, j'ai vu des manifestations, une petite manifestation là, à l'extérieur. Il y avait des Libano-Syriennes qui étaient là, voilées. Donc en face, il y avait des Libano-Syriens qui étaient avec des journalistes et tout. Les Sénégalais étaient en train de partir. Ça m'a quand même interpellé. Je veux dire, ce fameux brassage dont on parle, je ne l'ai pas perçu. Et d'après ce que j'en sais aussi, ça a l'air beaucoup plus d'être une histoire libano-syrienne, là, mais quelque part, et sans stigmatiser, puisqu'il s'agit de simplement convoquer les faits. Et de ce point de vue-là, je crois que, bon, nous devons être plutôt vigilants pour ne pas importer des choses qui ne nous regardent pas. Le Sénégal est un pays où les uns et les autres vivent en paix, où les religions cohabitent ensemble, et je pense que c'est très très important de veiller à ce que cela Moi, je serais quand même un peu plus nuancé par rapport à ce que dit M. Savané. Je suis d'accord avec lui sur un point, il ne faut pas importer chez nous ce qui pourrait se passer ailleurs. Mais ce qui pourrait se passer ailleurs, c'est de deux ordres. Ce n'est pas seulement les Libano-Syriens et leur culture, peut-être bien, mais c'est aussi le foulard islamique qui a eu lieu quand même, un débat en France sur la question.
Donc pour moi, il ne faut pas importer chez nous des pratiques ou des problématiques qui se sont posées ailleurs, et c'est des deux côtés. L'école Jeanne d'Arc, c'est une école française. C'est l'école française, mais enfin, il y a la législation sénégalaise. C'est-à-dire que moi, je pense, la question qui se pose fondamentalement, c'est-à-dire ce règlement intérieur qui a été pris, qui a été adopté, respecte-t-il la législation sénégalaise? Pour moi, c'est ça la question. Tout le reste, que ça soit des Libano-Syriens, que les enfants sont voilés, les enfants dans les écoles islamiques sont-ils voilés ou pas, je pense que fondamentalement, il ne faudrait pas qu'on accepte de n'importe quelle institution, quelle qu'elle fût, que le règlement intérieur de ces institutions-là, alors je dis franco-arabe ou catholique, qu'elles puissent aller au-delà de notre législation et de notre comment dire encore, constitution. Ce point-là, il ne faut pas qu'on soit d'accord avec ça. Donc il faudrait que le règlement intérieur, et d'ailleurs ça se passe ailleurs, par exemple en France, une institution ne peut pas se lever et faire son règlement intérieur et l'appliquer. Le règlement intérieur doit avoir l'aval de l'éducation nationale qui le valide, et c'est seulement en ce moment-là que le règlement intérieur est publié. Chez nous, les règlements intérieurs des institutions sont-ils soumis à l'éducation nationale? Point d'interrogation. Donc il y a beaucoup d'interrogations qui se posent, et je pense que quelques filles voilées, on ne doit pas faire un peu l'amalgame entre les comportements de certaines personnes dont on parle, qui ne veulent pas serrer la main des garçons, qui ne veulent pas s'asseoir à côté des garçons, qui est purement comportemental, et un voile qui est complètement autre chose. Et je pense qu'on fait des raccourcis dont l'esprit a évidemment l'attitude de faire entre voile égale communautarisme, et donc on interdit le voile. Non, on ne peut pas prendre une mesure collective de cette ampleur alors qu'on veut tout simplement, disons, condamner certains agissements ou certains comportements de certaines personnes. Il faudrait peut-être des mesures disciplinaires, convoquer les parents, dialoguer avec les parents pour pouvoir évidemment régler ce problème. Oui, bien savoir, certains commencent déjà à tirer la sonnette d'alarme en disant faisons attention avec la montée de l'intolérance au Sénégal, de plus en plus de groupuscules qui s'accaparent de certains débats, qui essaient de l'imposer à la société alors que le Sénégal est connu comme étant un pays de tolérance, de discussion et d'échange. Est-ce qu'il faut avoir quelque part peur? Parce que souvent les gens disent que quand un pays devient pétrolier gazier, il y a tout le temps des petits débats qui sont soulevés qui peuvent aller beaucoup plus loin que ça. Oui. Faut-il être très vigilant, comme vous l'avez alerté dans votre éditorial? Non, de toutes les façons, je pense qu'il faut être très, très vigilant. Et plus que jamais, d'ailleurs. Hein? Mais en même temps, je dis que la question n'est pas la question du voile, d'après ce que j'ai compris. Parce qu'il ne faut pas qu'on réduise ça à une question de voile. Les gens de Jeanne d'Arc disent, effectivement, voilà, nous souhaitons que les apprenants aient telle tenue, se comportent de telle et telle manière, etc. Et je crois que l'école, quand même, c'est un projet. C'est un projet sociétal. Quel citoyen sénégalais nous voulons mettre en place? D'accord? Est-ce que ce sont des gens qui vont s'arc-bouter dans leur coin comme ça? Je pense qu'on ne peut pas. Hein? On ne peut pas simplifier comme ça, dire que ce n'est pas grave, quelqu'un qui ne serre pas la main. Mais non, je crois que, justement, l'école, c'est un creuset où l'on apprend le vivre ensemble, où l'on apprend à être ensemble, où l'on apprend à se parler, etc. Et ce sont des choses qui sont très, très importantes de mon point de vue. Maintenant, que l'on puisse craindre qu'il y ait des tentatives de déstabilisation, ça c'est fort possible. Mais justement, la seule manière de pouvoir lutter contre les tentatives de déstabilisation, c'est de mettre l'accent sur l'éducation, c'est de bien éduquer les gens, c'est de les armer pour que justement ils puissent résister. Oui, je suis d'accord avec vous sur ces éléments-là, c'est-à-dire quel Sénégalais votons de demain. La seule différence, c'est que moi je pense que ce n'est pas l'institution Jeanne d'Arc de le définir. C'est à l'État sénégalais de définir quel est le Sénégalais que nous voulons pour demain. Oui, mais justement, mais par rapport à ça, nous sommes entièrement d'accord. C'est-à-dire que l'État sénégalais, l'institution Jeanne d'Arc, c'est il y a un programme sénégalais, il y a un programme français. Et donc, au niveau du contenu de l'éducation, d'accord, c'est l'éducation, le contenu qui a été validé par l'éducation nationale. Mais là, on parle du règlement intérieur. Je suis d'accord sur tout ce qui est l'aspect académique. Je veux dire, le contenu d'enseignement, c'est là où l'État sénégalais fonctionne.
D'accord? C'est ça qui est de sa responsabilité. Mais ce que moi je dis en plus, c'est que le règlement intérieur qui doit être fait par l'institution doit être validé par l'éducation nationale. Parce qu'il ne faudrait pas que ce règlement intérieur, comme c'est le cas aujourd'hui, viole la législation sénégalaise. C'est ce que je suis en train de dire. En quoi ça viole la législation sénégalaise? Elle viole la législation sénégalaise en ce sens qu'elle viole la démocratie. Elle n'est pas démocratique. Elle est en train d'exclure les gens parce qu'ils portent un voile. Oui. Donc, et la démocratie, c'est l'égalité des droits. Oui. On est bien d'accord. Oui. Donc, cette partie de la législation sénégalaise est violée. Oui. Et je pense que c'est la seule question d'ailleurs qu'il faut se poser. Oui. Le règlement intérieur de l'Institut Jeanne d'Arc viole-t-il la législation sénégalaise? Tout le reste, pour moi, ce sont des questions périphériques. Oui. Et la réponse à cette question est oui, elle le viole. Alors maintenant, c'est là où l'on se pose la question. D'ailleurs, rappelez-vous, au mois de mai dernier, le ministre de l'Éducation nationale avait déjà dit que non, il n'est pas possible d'interdire le voile dans cet établissement. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je pense que l'État d'abord devrait être ferme sur cette question et ne pas rester muet comme c'est le cas aujourd'hui, mais dire clairement ce qu'il faut faire. Mais on est en train de parler d'un règlement intérieur qui est en contradiction flagrante par rapport à la législation du Sénégal. Et la raison évoquée ne me paraît pas satisfaisante, parce que dire qu'elle dépend de la congrégation des Sœurs de Cluny, ce n'est pas à cette congrégation-là de définir les règles internes de fonctionnement au Sénégal. Je suis désolé. Ils l'ont essayé au Qatar, ils n'y ont pas réussi. Imaginez la France ou n'importe quelle institution aller en Arabie Saoudite, dire que voilà les règles que vous allez faire. Mais ils n'ouvriront pas la semaine prochaine, c'est faire. La semaine prochaine, le jour d'après, ils ferment. C'est évident. Alors nous, on tergiverse beaucoup, je trouve. On doit dire le droit, parce que ce n'est qu'une question de droit. Et à partir de là, je pense que la paix sociale va être retrouvée. Bien, ça va bien. Je ne pense pas que les gens de Jeanne d'Arc sont venus pour dire, par exemple, voilà, au Sénégal, voilà ce qu'il faut suivre, voilà l'enseignement qu'il faut suivre, etc. Ils disent, dans mon école, qui est une école privée, je demande à ce que vous ne veniez pas en basket, que vous ne veniez pas avec une casquette ou que vous ne veniez pas avec des piercings ou des choses comme ça. Hein? Voilà. Maintenant, pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, à savoir sortir des choses périphériques, là, la question centrale, mais attendez, il y a des zones dans ce pays-là où l'école publique, l'école française est interdite. Est interdite. D'accord? Il y a des zones dans ce pays, d'accord, où on dit il n'y a pas d'alcool. Il y a des zones dans ce pays où on dit on ne fume pas. D'accord? Voilà. Donc, ce sont des questions qui se posent. D'accord? Et ce sont des questions qu'il faut aborder. D'accord? Et de ce point de vue-là, je pense que aussi il y a des zones où, bon, ce sont des écoles confessionnelles, j'allais même dire monoconfessionnelles, puisque d'autres confessions n'y vont pas. Ne peuvent pas y étudier. Ne peuvent pas y étudier. Voilà. Donc là, il y a des problèmes. D'accord? Qu'on parle de ça. D'accord? Je peux dire, effectivement, ça mérite effectivement une certaine réflexion pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte qu'il n'y ait peut-être, qu'il n'y ait pas des zones libérées, comme on disait à l'époque, où nous étions des militants maoïstes. Mais voilà. Non, mais dans mon préambule, j'ai bien pris le soin de dire que, quelle que soit l'institution, c'est-à-dire que je serais aussi contre que dans une école franco-arabe, qu'on n'accepte pas des enfants qui ne soient pas voilés. Mais au-delà du voile, aujourd'hui, est-ce que le Sénégal, qui était connu comme étant un pays de tolérance, de dialogue, de discussion, de brassage culturel, est-ce que ces questions qui sont depuis quelque temps, on les voit, elles viennent, ça disparaît, ça revient, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un motif d'avoir un peu peur de cette stabilité qu'on a, qu'elle soit déstabilisée par des forces extérieures? Ah oui, moi je crois. Je pense que ça mérite quand même une certaine vigilance. C'est-à-dire que quand on en parle, il faut vraiment qu'on sache raison garder. Beaucoup de garder. responsabilités. Voilà, qu'on sache raison garder. Ce ne sont pas des choses simples comme ça.
Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des forces obscures quelque part qui sont derrière, qui ont des projets, qui veulent déstabiliser notre pays, hein? Et par rapport à ça, nous devons un devoir de vigilance pour justement faire en sorte que des problèmes qui ne sont pas les nôtres viennent gangréner notre société. Absolument. Justement, parce que ce qui se passe au Mali à côté est édifiant par rapport au projet qui existait au Mali. Est-ce qu'au Sénégal, on ne doit pas faire attention que ces genre de questions se sont posées au Mali? À un moment, ils ont dégénéré. Mais c'est exactement ce qu'on a dit. Je pense qu'on fait un peu le tour du problème. Mais on a dit clairement qu'il ne faut pas d'abord qu'on importe chez nous des problèmes d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit aussi qu'il faut un État fort pour indiquer la direction à suivre et mettre fin à ces discussions hors nature, quelque part. Donc je pense que ce sont ces deux points sur lesquels la vigilance doit porter. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter ce genre de questions? Parce que de plus en plus, avant, on avait constaté que l'élite sénégalaise était une élite qui était dans les grandes écoles, qui a beaucoup appris. Mais après, ce qui se passe depuis 1981, depuis les plans d'ajustement structurel, l'éducation a beaucoup baissé. Et on est dans des universités avec beaucoup de jeunes qui sont plus fanatiques qu'autre chose. Il n'y a pas une réflexion de fond qui est faite dans ce pays. Il faut faire attention à ça. Oui, je pense que... Le niveau a tellement baissé où les jeunes s'accaparent de petits problèmes en font des choses qui ne devaient pas être faites. Le niveau a beaucoup baissé, c'est vrai. La crise est passée par là, c'est vrai aussi. Je veux dire que la crise est passée par là dans la mesure où, effectivement, bon, tu vas à l'école... Parce que mon inquiétude, c'est que le Sénégal était un pays de dialogue. Quand les gens de questions se posaient, on en discutait ouvertement, on trouvait des solutions. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun se replie avec ses propres problèmes. Il n'y a pas de débat dans ce pays, un débat de fond. Il n'y a pas de débat parce qu'il y a quelque part une désertion du champ intellectuel. Hein? Voilà, les gens ne débattent plus, les gens ne lisent plus, les gens ne... Bon, voilà, ils sont intéressés par va savoir quoi, et ensuite, voilà. Et l'argent, bon, tout le monde sait. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut éviter? Parce que le Sénégal était connu comme étant un pays de dialogue, de débat, de questions de fond. Les questions étaient posées sur la table, les gens discutaient. L'université était un bouillonnement de savoir, de think tank, de club de réflexion. Aujourd'hui, on a l'impression que tout se passe dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas de discussion, chacun donne son point de vue comme il veut. Dans les médias, ça va dans tous les sens. Non, mais vous avez parfaitement raison. Ça, c'est la déliquescence, malheureusement, des nouvelles démocraties, hein, comme on peut dire. C'est vrai au niveau politique, c'est vrai au niveau intellectuel, c'est vrai au niveau sociétal. Donc on le retrouve dans toutes les sphères, malheureusement, de notre vie. Ce pays manque de dialogue, manque vraiment de débat. On ne débat jamais sereinement. Les gens qui discutent, tu es de mon avis, on est ensemble, tu n'es pas de mon avis, tu es mon adversaire. Il y a plus ce bouillonnement, comme je disais, d'idées qui fassent qu'il y a une opposition qui peut donner des points de vue, il y a une majorité qui gouverne, on la laisse gouverner et on peut se nourrir pour l'intérêt du pays de ce que tout le monde produit. Ça, il n'y en a plus. Et ça, malheureusement, c'est l'air du temps. Je suis derrière mon clavier, je suis mon propre éditorialiste, je dis ce que je pense et c'est la vérité. Toute personne qui n'est pas d'accord avec moi, je la bloque. On le voit. Et malheureusement, la société fonctionne comme ça. Il faut revenir à des fondamentaux. Comme je dis, il nous faut un État fort. Il faut accepter les dialogues. Il faut placer l'intérêt général au-dessus de tout. Et il faut être tout simplement patriote. Et ça demande du courage. Et malheureusement, il manque beaucoup de courage dans ce pays aujourd'hui. Est-ce que c'est les conséquences de la faillite de leadership dans ce pays, dans tous les domaines intellectuels, politiques, religieux, culturels, disons que c'est sociétal? Oui, c'est cette expression-là. Et c'est pour ça que quelqu'un comme... Quand j'y pense, moi, je me dis que quelque part, le président Macky Sall a une fenêtre d'opportunité extraordinaire, dans le sens où c'est son deuxième et dernier mandat, et il y a des choses à régler dans ce pays-là. D'accord? C'est un pays où il y a une absence d'autorité manifeste. Oui. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Hein? Quand piéton vous êtes, marcher sur les passages cloutés, là, c'est un danger que d'emprunter les passages cloutés et de penser que, voilà, d'accord? N'importe qui vous insulte, chacun dit n'importe quoi, d'accord? Et on voit au niveau de la propreté, au niveau de... Les gens sont en 4x4, sont dans les cars rapides. On balance tout. Hein?
son bout de papier, son gobelet. Il y a un ensauvagement de l'espace public extraordinaire. D'accord? Donc, il y a un ensemble de petites choses. Et sur le plan politique, il y a des choses aussi. C'est de prendre un certain nombre de décisions pour montrer que la politique, quelque part, c'est un moyen, c'est un instrument pour arriver à changer, pour répondre aux besoins des populations, pour l'éducation, pour la santé, pour des choses qui sont extrêmement importantes. Et cela, je crois qu'aujourd'hui, débarrassé de l'obsession du prochain mandat, il y a des choses à faire pour que ces pays puissent être stabilisés et pouvoir être sédimentés autour de valeurs fondamentales. Vous croyez qu'on peut changer les choses avec ce deuxième mandat de Macky Sall? On doit pouvoir, mais je pense que la tâche n'est pas seulement dévolue à l'État. On en parlait tantôt aux antennes, on disait que les deux piliers qui aujourd'hui vraiment sont des piliers fondamentaux sur lesquels il faut travailler, c'est la famille et c'est l'éducation. Les gens ne naissent pas, disons, jeter des mouchoirs par la fenêtre. Ils l'ont vu le faire. Ils ont appris que l'espace public n'existe pas, qu'on peut faire ce qu'on veut et rien ne leur arrive. Ils l'ont vu dans leur famille, ils l'ont vu à l'extérieur, ils sont éduqués comme cela. Donc si aujourd'hui on veut changer la mentalité des Sénégalais, il importe de faire d'abord un travail au niveau de la famille. Et au niveau de la famille, on disait tantôt que les parents ont démissionné, les gens ont beaucoup d'enfants, beaucoup de problèmes, et allez-y, faites ce que vous voulez, etc. Donc il y a un manque d'abord de rigueur dans la famille, d'éducation dans la famille, qui est la cellule première d'éducation des enfants. Et ensuite, évidemment, il y a l'éducation, l'école, qui devrait prendre le flambeau et qui malheureusement est en faillite. Donc si aujourd'hui le président veut, dans son second mandat, faire des choses, évidemment, il ne peut pas le faire seul, il faut qu'il le fasse avec l'appui des citoyens, tout simplement, que chacun prenne ses responsabilités et les assume. Oui, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une ruée vers l'école privée, c'est parce qu'il y a eu la faillite de l'école publique quelque part. Même si les enquêtes qui ont été faites montrent, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que dans l'école publique, il y a quand même de très bon. Et oui, bon, de toutes les façons, il y a du très bon, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Bon, de toutes les façons, quelque part, je crois que ce qui est quand même réel, c'est tout simplement que l'école publique, donc avant, c'était vraiment la crème, tout le monde. Ouais. Puis après, moi, de mon époque, quand j'étais à l'école publique, seuls les nullards, comme on disait, entre guillemets, ou ceux qui n'y arrivaient pas, Aller au privé. Oui, voilà. Mais tout le monde allait à l'école publique. Mais ça a changé. Moi, mes enfants, tous mes enfants, quasiment, à un certain moment, ils ont fait l'école privée, puis après l'école publique, parce que pour moi, l'école privée, c'était trop encadré. Mais maintenant, ce n'est pas possible. Hein? D'accord? Ce n'est pas possible. Quand tu as des enfants, si tu as les moyens, tu ne vas pas les mettre à l'école publique. D'accord? Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a tout un travail, effectivement, qui mérite d'être fait à ce niveau-là pour réhabiliter l'école publique. Et pour réhabiliter l'école publique, encore faudrait-il que nous puissions y mettre nos enfants. Mais pour que nous puissions y mettre nos enfants, encore faudrait-il que ce soit une bonne école. Voilà. Donc, une sorte de serpent qui se mord la queue, c'est la même chose pour la santé, c'est la même chose pour toute autre chose. Et sans ça, il n'est pas possible véritablement que les populations prennent confiance. Parce que pour que les populations prennent confiance encore, faudrait-il qu'elles sentent qu'il y a ce fameux leadership dont on a parlé. Sans le leadership, rien n'est possible. Absolument. Oui. Parce que, oui, allez-y. Tout commence et tout finit par le leadership. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un leadership au Sénégal pour prendre des questions en main? C'est une question fondamentale. Parce qu'on a l'impression, comme l'a dit Vieux Savané, qu'il y a un hiatus entre ceux qui dirigent et ceux qui sont là, qui tous les jours se réveillent, font ce qu'ils veulent, essaient de s'en sortir, de survivre. Moi, je pense que ce n'est pas les uns contre les autres. Ce que je pense, c'est ensemble qu'il faut le faire. C'est-à-dire, je vois par exemple, il y a la campagne de déguerpissement des gens.
J'habite dans une rue où il y avait plein de vendeurs à la sauvette, ou même des vendeurs qui sont installés, parce que la technique c'est toujours j'amène une natte, je vends 2 trucs, après derrière je mets un banc, après je mets un étal, et puis après j'ai une boutique. Bon, quand on vient les enlever, une semaine après ils reviennent encore petit à petit, ils remettent les choses. Parce qu'en réalité, le problème fondamental, c'est pas seulement d'enlever les gens, c'est pas seulement de venir et de dire allez hop, on va me faire une mesure et on va les enlever. Il faut expliquer, il faut comprendre les comportements sous-jacents au fait que les gens soient dans la rue. Et ça, tant qu'on ne l'a pas réglé, mais on est en train de régler les symptômes. On est en train de vouloir faire tout très vite. Alors qu'il faut aller à la base, comprendre les comportements fondamentaux, et c'est ça qu'il faut changer. Et ça prend du temps. Moi, je me souviens, à l'université de Dakar, il y avait 6 000 étudiants. Aujourd'hui, il y en a combien? 50 000 pratiquement. 50 000, comment voulez-vous, avec 50 000 étudiants, arriver à trouver des gens qui soient corrects? Je ne sais pas, je veux dire, vous parlez à un étudiant, il est incapable de vous faire une phrase correcte, il est incapable d'énoncer un concept. Et ça, de mon temps, il n'y avait pas ça. Parce que tout simplement, il y avait moins d'étudiants. Donc, il y a des politiques qu'il faut mettre en place, et ces politiques-là, ce sont des politiques de long terme. Ce ne sont pas des politiques de saupoudrage, ce sont des politiques de long terme. Et aujourd'hui, on est en train de dire, le président, il a le temps pour lui. Il n'a pas le temps de penser à un autre mandat, comme c'est souvent malheureusement le cas chez nous, parce qu'il y a toujours des élections au Sénégal, qui est dû d'ailleurs au fait que les gens qui sont dans le pouvoir, ou en tout cas dans la sphère politique, ont besoin qu'il y ait cette activité-là pour pouvoir eux-mêmes survivre quelque part. Bon, il n'y a pas tout ça, il a le temps, et donc il peut mettre aujourd'hui en place des politiques long terme pour pouvoir assainir la santé, l'éducation et autres. Oui, c'est ça, je suis entièrement d'accord. Je pense que quelque part, on a parlé de leadership. Le leadership, c'est ça, c'est adossé à une vision. Il faut avoir une vision, ce n'est pas des opérations coup de poing, d'accord? Donc on a une vision et on sait donc aujourd'hui qu'il faut véritablement travailler au niveau des régions. Il y a les pôles régionaux, faire en sorte que les gens puissent rester. Il n'est pas venu à Dakar avec les charrettes partout à Dakar aujourd'hui. Donc, on a l'impression que Dakar est une ville rurale aujourd'hui, avec des charrettes partout dans les rues. Tout à fait. Voilà, donc, et c'est ça quand même le problème. Non, on aime bien prendre l'exemple du Rwanda. Le Rwanda n'était pas comme ça il y a quelques années. Absolument. Il a fallu un leadership fort, il a fallu être ferme, voilà. Il a fallu donner une direction pour que les choses puissent changer. Oui, c'est qu'au Rwanda, la démocratie comme au Sénégal, ça n'existe pas. Oui, mais moi je préfère, disons, une autocratie forte et des choses qui marchent, que le contraire. Le dernier point de notre débat, c'est en Afrique du Sud, ce qu'on a vu cette semaine, avec cette xénophobie qui s'est développée tout dernièrement contre les Noirs subsahariens. La plupart de ceux qui ont été qui sont du Nigeria. On a vu des images insoutenables. Certains estiment que, quelque part, c'est l'héritage de Mandela qui a été vilipendé. Oui, quelque part. C'est-à-dire que quand même, voir cela en Afrique du Sud, c'est symboliquement insoutenable. Je veux dire, bon, puis c'est vrai que on peut symboliquement aussi penser que dans sa tombe, Mandela se retourne ou quelque part dans un coin bleu du ciel qu'il est en train de pleurer. Parce que c'est quand même, disons, incroyable. D'accord? Mais en même temps, ce n'est pas tombé, ça ne vient pas ex nihilo. Dire c'est toujours le produit de quelque chose. Hein, quelque part, c'est peut-être aussi le produit d'un certain nombre d'échecs, d'accord, par rapport à un certain nombre d'attentes, d'opportunités, etc. Hein, des gens qui sont... Il y a le leadership sud-africain après Mandela. Ah oui, Mbeki, Jacob Zuma, oui, je pense. Entre autres. Ah oui, mais Zuma n'en parle même pas. De toutes les façons, tous les problèmes de corruption, de ceci, de cela. Je veux dire que, bon, et le problème du chômage, quand même, qui est un problème réel, hein, et un problème de rééquilibrage à faire entre la population noire, la population blanche et tout un tas de choses comme ça. Mais en même temps, rien ne saurait quand même expliquer et justifier que l'on puisse tuer des gens, que l'on puisse s'en prendre à des étrangers, etc. Mais je crois que ça doit quand même amener surtout l'Union africaine à se saisir de cette affaire-là. Parce que je pense que ce que ça nous dit aussi quelque part, c'est que l'Afrique est un continent aujourd'hui qui a tellement de potentialités sur le plan démographique, sur le plan des ressources, d'accord, sur tout. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que précisément cette Afrique-là n'arrive pas à se faire, hein, autour
des problématiques dont nous parlions tantôt, qui soient des intérêts, les nôtres. Mais généralement, quand on parle de l'Afrique, c'est de manière déclamatoire. Hein? On est fiers, voilà, c'est du discours. D'accord? Mais dans les faits réels, dans la pratique effective, chacun tient à son petit... oui, à sa petite souveraineté, etc. Et je crois que véritablement ici aussi, il y a une fenêtre d'opportunité pour l'Union africaine de se saisir de ces choses-là et de faire en sorte que nous avancions à grands pas vers l'unité et que nous puissions régler nos problèmes parce que nous avons tout pour pouvoir les régler. Vous avez vécu pendant plusieurs années en Afrique du Sud. Oui. Est-ce qu'on percevait ces situations-là en Afrique du Sud? Il est bien placé alors. L'Afrique du Sud est un pays un peu particulier. C'est-à-dire que selon que vous soyez un étranger qui travaille comme moi, j'ai travaillé pendant 16 ans, vous habitez dans les banlieues évidemment chic, vous n'êtes pas en contact direct avec ce genre de choses. Il faut savoir que ça se passe plutôt au centre de la ville. Oui, parce que ce qui est bizarre dans le Sud, c'est que les riches habitent dans les banlieues, tout à fait. Les pauvres habitent dans le centre-ville. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'apartheid, tous les Blancs qui habitaient dans le centre-ville sont partis du centre-ville et ça a été un no man's land. C'est-à-dire que c'est la seule ville, je pense, sur le continent où vous allez à 19h, les rues sont vides. Vous ne voyez personne. Bon, donc je pense qu'on en a touché un mot, c'est un problème de leadership. Je pense, avant même d'aller au niveau de l'Union africaine, c'est un problème de leadership d'abord en Afrique du Sud. Il faut savoir que la communauté noire, qui fait en fait ses exactions contre les Noirs, ce n'est pas toute la communauté noire, c'est quand même une affaire de banditisme, plutôt de criminalité, que de xénophobie. Je ne dirais pas c'est de la xénophobie. Sud, il paraît que c'est l'un des pays où il y a le plus de crimes, comme aux États-Unis. La criminalité est très importante. Je reprends pour cette année, c'est-à-dire mars 2018, mars 2019. La criminalité, c'est 57 meurtres, d'accord? 57 meurtres par jour. C'est-à-dire que là, on est en train de parler, quand on aura fini l'émission, 2 personnes auront été tuées en Afrique du Sud. Pour vous donner une idée de la criminalité qu'il y a là-bas. Et ça se passe où? Ça se passe dans les bidonvilles, les townships, et ça se passe dans le centre de la ville. Et ce qu'il y a aussi, c'est que le parti politique, l'ANC aujourd'hui, qui comptait beaucoup sur la masse noire, est concurrencé sur ces masses noires au niveau des élections par l'Alliance démocratique, qui est devenue un parti un peu plus noir, et aussi par Julius Malema, c'est-à-dire qui lui aussi chasse sur leur terre. Et donc, ils sont obligés de laisser un peu faire, ce qui expliquerait sans doute d'ailleurs la réaction un peu tardive de Cyril Ramaphosa, ce qui s'est passé seulement le mardi. Donc, c'est une poudrière. Certains événements se passent. Là, ça a commencé avec des routiers qui ont commencé à incendier des camionneurs tanzaniens ou éthiopiens ou autres. Et suite à ces événements, il y a des bandits qui en profitent pour pouvoir évidemment faire des exactions, surtout pour s'approprier des biens des pauvres personnes qui habitent au centre-ville. Mais le soubassement de tout ça, c'est une crise financière que les actuels présidents n'arrivent pas à résoudre. Ah oui. 29% de chômage, donc voilà, il y a ça. Mais disons, comme on dit, ça n'explique pas quand même qu'il y ait ce type de violence. Ça n'explique pas qu'on tue des personnes. Ce qu'il y a, c'est qu'en Afrique du Sud, on vous tue pour votre portable, on vous tue pour tout en fait. Donc la violence physique elle-même est malheureusement dans les gènes, c'est très présent. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Comme je vous disais, 2 meurtres par heure, c'est énorme. Et ça, ce n'est pas lié au fait qu'il y ait 29% de chômage. C'est plutôt lié au fait que la société en elle-même, elle est vraiment violente. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un héritage? Cette violence n'est pas un héritage de l'apartheid qui avait mis les Noirs dans des ghettos, qui ont fait qu'aujourd'hui, pour se défendre, ils ont développé ce sentiment de violence ou bien de protection? Oui, mais je pense que comme on disait tantôt, tout est une question d'éducation. Absolument, ça revient à ça. Et je pense même qu'Ofouette le disait d'ailleurs, il disait que Mandela aurait beau, à l'époque il le disait, je pense que c'était en 2008, il disait que même si Mandela sortait pas en 2008, je sais plus, en 98, en 88, même si Mandela sortait de prison aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas éduqué les Sud-Africains, ce sera les laisser en fait être un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Donc comment faire aujourd'hui pour sortir cette impasse? Parce qu'on a vu des représailles en Afrique. Au Nigeria, il y a eu des Nigériens qui sont attaqués à des biens de Sud-Africains dans leur pays. Idem au Congo, Kinshasa. Oui, donc je pense qu'il faut effectivement mettre l'accent sur l'éducation, faire en sorte que les populations elles-mêmes
puissent régler puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Je pense donc que cela incombe à l'État. Et en même temps, je crois que quelque part, il faut, et Tidiane l'a dit, quand certains laissent faire, on laisse faire. Parce qu'il y a d'autres forces qui sont en train de... Voilà. Quand il y a des calculs politiques sur des choses aussi essentielles, c'est dramatique. Y a-t-il des solutions de sortie de crise dans ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a forcément des solutions de sortie de crise. Et en faisant de sorte que l'accent soit mis sur l'éducation des populations, sur l'école, que le gouvernement même mette l'accent quand même sur la nécessité de trouver des solutions aux problèmes liés au chômage et tout un tas de choses comme ça. Et puis en même temps, je crois que le nœud gordien finalement, l'axe central, c'est de faire en sorte que ce soit l'intérêt de l'Afrique du Sud qui prédomine. Parce que Tidiane disait tout à l'heure que par rapport à ces violences-là, on sent que l'ANC, quelque part, est en train d'être bousculé sur ses bases et peut-être que les dirigeants ont plus ou moins fait montre d'un certain laxisme. Et ça pose un problème quand même. Oui, parce que beaucoup de jeunes Africains ne comprennent pas ce qui se passe dans le Sud, en disant, avec tout ce que le continent noir a fait pour supporter la lutte contre l'apartheid et tout, qu'aujourd'hui, que les Sud-Africains puissent en prendre à d'autres Africains, ils ne comprennent pas. Est-ce que la population sud-africaine elle-même est consciente de la lutte qui a été menée hors de ses frontières pour elle? Non. Vous arrivez à l'aéroport, vous faites un petit test, vous demandez est-ce qu'ils connaissent s'il y a une place Soweto à Dakar, est-ce qu'ils connaissent que dans toutes les capitales africaines il y a une rue Madiba. Ils ne savent pas. Et leur élite ne leur dit pas. Parce que leur élite qui était plutôt dans les pays en Zambie, en Algérie, en Guinée, au Sénégal, ne leur dit pas, l'élite ne dit pas ce qu'elle a vécu dans ces pays-là et combien ces pays-là les ont aidés. Et c'est ça le vrai divorce qu'il y a entre les populations et leur élite. La population ne sait pas, elle est inculte, il faut l'éduquer. Il faut vraiment une éducation en faveur des masses pour leur expliquer ce qui se passe. Vous regardez la télévision sud-africaine, vous ne voyez pas des choses. On leur montre une culture sénégalaise, on leur montre... Ils ne savent pas où c'est. Ils sont comme excusez-moi le terme, comme les Noirs américains de l'époque qui pensent que le monde se résume à l'Amérique. Les Sud-Africains pensent que le monde se résume tout simplement à l'Afrique du Sud. Et ils voient les autres Africains, malheureusement, dans des schémas un peu simplifiés, comme des gens qui viennent leur prendre leur travail, qui viennent prendre avec des petits salaires, etc., etc. Et c'est malheureusement comme ça qu'ils le voient. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'ouverture sans éducation. Absolument. Merci infiniment à mes invités. Merci à Vieux Savané, journaliste et éditorialiste à Sud Quotidien. Merci à Cheikh Tidiane Sow, coach en leadership et analyste politique. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.